Bonjour à tous. Comme nous le voyons chaque jour un peu plus, Macron nous entraîne vers une dictature à la chinoise. Brutalité, surveillance, perte de liberté et j'en passe. Ça aura pris du temps, mais la résistance s'organise. Le but de cette vidéo est de mettre en lumière les domaines où cette résistance s'exprime. Nous vous souhaitons un bon visionnage. La raison d'espérer, je vais vous dire, c'est que nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Pour le coup, insincères. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu... Non, monsieur Macron, ne vous en déplaise, nous, citoyens français, sommes une nation d'individus libres et nous le resterons. Nous ne voulons pas de votre politique, de votre cap, plus fort, plus vite. La France s'éveille peu à peu et la résistance s'organise. Ce que j'espère pour 2021, c'est que l'année 2020 va porter ses fruits dans l'esprit des Français. Au cours de cette année 2020, beaucoup de Français ont découvert des choses qui étaient tout à fait nouvelles pour eux. Ils ont découvert que dès qu'un esprit critique la politique du gouvernement, il se fait traiter de complotiste, à tort ou à raison. Ils ont découvert que nous sommes dirigés par une caste qui n'hésite pas à traîner dans la boue des prix Nobel, des professeurs de médecine, pour satisfaire des intérêts privés. Ils ont découvert que la politique a du sens. Ils ont découvert que si vous n'allez pas voter, si vous vous abstenez, si vous ne vous engagez pas dans un parti politique, vous êtes en fait déjà soumis au pouvoir tyrannique qui est en train de s'imposer. Et les Français ont découvert à cette occasion que la démocratie, la liberté, le bonheur d'être français et de vivre ensemble en France, eh bien, n'était pas donné. Ça n'était pas une chose donnée, c'est un combat permanent qu'il faut mener. Déjà, trois partis politiques font l'effort de mettre de côté leurs divergences pour écrire une lettre ouverte à Macron. Le but étant bien évidemment de dénoncer sa politique, qui laisse entendre que le port du masque, le confinement, le couvre-feu, puis un vaccin soient les seules solutions. Suivant la Constitution, les parlementaires sont nos représentants, en quelque sorte nos avocats auprès de l'exécutif. Leur rôle, leur devoir, est de porter la parole du peuple au plus haut niveau et pas l'inverse. Notre rôle, à nous, Français, est de télécharger cette lettre et, par mail ou par courrier, d'ordonner aux parlementaires de contraindre l'exécutif à la respecter. Si nous voulons que les parlementaires soient nos porte-parole, il faut qu'ils nous entendent. Ce n'est pas par notre silence que nous y parviendrons. Les restaurants qui sont pas prêts de rouvrir, c'était un mal nécessaire ce soir? Je vais d'abord me présenter. En fait, j'ai pas de conflit d'intérêt. Tous les médecins qui doivent parler sur les plateaux de télévision doivent le dire. C'est une obligation légale, en fait, à laquelle personne ne devrait déroger. J'ai 450 € sur Transparence Santé et j'ai aucun conflit d'intérêt. Et je parle en mon nom et en tant que porte-parole du collectif Réinfo Covid et sûrement pas pour mon institution. Je tiens à rester en bon terme avec mon employeur. Je crois qu'il faut absolument sortir du narratif que vous êtes en train de tisser, qui est absolument délirant et incohérent. Jean Castex, en fait, nous emmène dans un chemin labyrinthique qui est absolument fou. Il sort de son chapeau cette idée de 5000 cas par jour. Déjà, il ne s'agit pas de cas, il s'agit de tests à SARS-CoV-2 positifs avec des PCR. Donc, vous ne savez pas quels sont les seuils, quels sont les cycle thresholds qui sont utilisés, quels sont les kits qui sont utilisés. Dans ces cas, comme ils les appellent, mais qui sont des tests positifs, il y a 86% qui sont asymptomatiques. Et 93 à 97% qui sont asymptomatiques ou bénins. Donc on est dans proprement un délire d'avoir autant d'effets secondaires et collatéraux sur notre société par toutes les mesures qui sont réalisées par le gouvernement. Donc les gens ne sont pas malades du Covid, les gens sont malades des mesures gouvernementales et sanitaires qui sont entreprises. Ces mesures sont... on pouvait les penser peut-être légitimes au départ, mais l'expérience, c'est pas la réitération à l'infini de la même erreur. Et donc, il faut pas faire 2 fois, 3 fois, 4 fois la même erreur. C'est le principe même du système qualité qu'on nous serine à l'hôpital depuis des années et dans tous les secteurs de l'administration et de l'entreprise, c'est d'évaluer ce qu'on a fait.
L'évaluation de ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des effets collatéraux systémiques absolument phénoménaux sur l'université, comme l'a dit mon prédécesseur, sur les petits commerces, sur les artisans, sur le niveau de détresse psychologique, affective, sociale, relationnelle, collectif et individuelle. Et il faut absolument arrêter ça. Donc toutes ces mesures consistant à confiner, à faire des couvre-feux, à empêcher les gens de travailler, sont en fait simplement pas évaluées à leur juste mesure. Il faut évaluer le bénéfice et le risque. Le risque est bien plus majeur que le bénéfice. On n'a d'ailleurs jamais évalué le bénéfice réel sur la mortalité, sur le passage en réanimation, sur les formes graves, sur les formes symptomatiques lors des vagues précédentes. Donc s'il doit y avoir une troisième vague, toutes ces mesures-là sont en train de tuer notre économie, de tuer notre culture, de tuer notre vie relationnelle et notre société, et nous emmènent tout doucement, en fait, vers un déferlement totalitaire de Khmers blancs techno-sanitaristes qui cherchent en fait à nous mettre en coupe réglée sur des motifs sanitaires. Ça n'a aucun rapport avec la santé, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe en réanimation. Et la vaccination est un des outils thérapeutiques et préventifs, mais c'est un des. Et finalement, quand on vous parle de la fourniture de vaccins, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'on va mettre en œuvre, dans quel barnum, on vous empêche de réfléchir à quelle est la stratégie. Nous, en tant que soignants, on doit réfléchir à la stratégie. Il y a des stratégies alternatives, il y a des thérapeutiques qui fonctionnent, en fait. Et donc, vous devez comparer la stratégie vaccinale à une stratégie intelligente, bien menée, avec des traitements antiviraux, etc. Louis Fouché, on a entendu le Premier ministre se justifier de cette lenteur au démarrage par le fait qu'on a choisi de vacciner dans les EHPAD. C'est audible pour vous? Parce que c'est vrai qu'on entendait Jean Castex, on avait l'impression que tout avait été très bien fait en termes de campagne de vaccination, pour le moment en tout cas. On se contrefout des modalités pratiques de la campagne de vaccination, en fait. C'est une narration dans laquelle on vous emmène, vous empêchez de réfléchir réellement au fond. Au fond, c'est est-ce que ce vaccin est utile? Est-ce qu'il est risqué? Est-ce qu'il est prudent de le faire? Est-ce que la balance bénéfice-risque a été bien pesée? On cherche à vous emmener toujours dans une narration disruptive, à essayer de vous couper l'herbe sous le pied pour toujours aller plus vite. On est toujours en retard, on serait toujours en retard, il faudrait se mettre en conformité. En fait, ça, c'est du délire. Est-ce que vous avez déjà pris une décision de votre vie dans la précipitation et dans la peur, qui se soit révélée une bonne décision? Ah non. Donc en fait, vous devez prendre le temps de regarder. Les seules données que vous avez sur ce vaccin Pfizer-BioNTech pour le moment sont celles fournies par le laboratoire sur un essai de phase 3. Même laboratoire qui a été condamné sur ces 10 dernières années à plus de 800 millions de dollars de condamnation pour données frauduleuses, pour falsification de données et publicité mensongère. Donc vous devez à tout le moins être prudent. C'est ce que vous dit Aristote. Il vous dit soyez dans la phronésis, l'intelligence du courage, la prudence en fait, la sagesse contextuelle. La sagesse contextuelle, c'est de regarder. C'est sûrement un très bon outil que les vaccins dans cette histoire. Mais ce vaccin-là, vous n'avez aucun recul dessus. Donc en fait, vous devez regarder l'efficacité chez les plus de 75 ans, par exemple, dans les 7 phases 3. L'intervalle de confiance va de moins 12 à 100. Et donc en fait, vous pouvez pas conclure. C'est absolument pas significatif. Vous savez même pas si ça protège ou si c'est toxique. Donc vous en savez rien. De même sur les effets secondaires, dans les 5 premiers jours, le CDC a fait un rapport d'étape qui a montré qu'il y avait plus de 2,8% d'effets secondaires qui induisaient des arrêts de travail prolongés, une cessation de l'activité quotidienne normale pendant plus de 48 heures. Donc attendez, restons calmes quoi. Regardons, soyons prudents en fait. Et donc moi je suis très content que ça patine au démarrage parce que ça permet de protéger mes concitoyens et de leur laisser aller regarder en face quels sont les vrais datas dont on dispose pour savoir si ce vaccin est sûr, s'il est efficace et si on ne devrait pas prendre son temps. Et puis les laisser regarder autre chose, c'est toutes les thérapeutiques alternatives qui sont en train de se faire jour au cours des études, que ce soit le cuivre, la vitamine D, la vitamine C, l'hydroxychloroquine, le zinc, le Zithromax et l'ivermectine. Toutes ces stratégies-là n'ont même pas été regardées en face, alors qu'elles sont hyper intéressantes. Vous avez une létalité à l'IHU de Marseille pour ceux qui sont traités, ne serait-ce qu'avec une toute petite partie de ce que je viens de dire. L'hydroxychloroquine, il n'y a pas eu un franc succès en France, on vous le rappelle, Louis Fouché, donc vous n'avez pas été entendu. Et cessez de seriner ce que disent les médias mainstream. Allez regarder les travaux qui sont faits. Il y a plus de 200 études sur le sujet, plus de 170 études en peer reviewing. Donc il y a un moment, il faut regarder en face. Je crois que vos téléspectateurs doivent aller regarder ces 19 studies, le Twitter d'Éric Chabrière, la chaîne YouTube de l'IHU, la chaîne YouTube de Réinfo Covid, et puis à un moment, regardez en face le fait que BFM leur raconte n'importe quoi, Le Point, Les Échos, etc. On n'est pas sur BFM, ça tombe bien. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. C'est justement la vitesse du reflux de décontamination et même des hospitalisations. Oui, une baisse
fulgurante. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre, 500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4838, alors que nous sommes au pic. Nous sommes donc en dessous. Il y a donc bien là un mystère. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement ? Eh bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit, et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Alors, quid du couvre-feu? C'est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, 10 jours après le début du couvre-feu, mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Étienne. Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Alors on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis il y a une quatrième hypothèse, selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus, et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. De plus en plus de voix s'élèvent pour mettre à mal la politique anxiogène de Macron. Le docteur Fouché, les professeurs Perron, Toubiana, Toussaint, la généticienne Alexandra Henrion-Caude, et aujourd'hui, c'est tout un collectif de médecins qui s'unit afin de signer un manifeste pour réclamer le droit de prescrire. Les actions énumérées sont sourcées à la fin de la vidéo. Effectivement, je me suis battu comme un lion. Je remercie Gabriel, je remercie Fred. Vous étiez un mort de lion. Continuez d'être fort, courage. Vous êtes un battant. Vous êtes un grand homme maître pour ça. Il semblerait que vous ayez appuyé là où ça fait mal. Ils ont peur de vous. Il est indéniable, ça Saint-Antoine, que l'opposition à la bien-pensance dérange et pas qu'un peu. Cela s'est vu hier soir et ce matin sous les deux chaînes. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque ça dérange dans les rangs, l'interlocuteur vocifère. Je dirais même que j'ai été attaqué au niveau personnel. Et là, c'est quand même assez honteux que le docteur Cohen, qui est un nutritionniste, il me conseille de me vacciner alors que j'ai déjà eu la Covid, parce que je suis en excès de poids. Je trouve ça scandaleux. Et quand on attaque quelqu'un sur son physique, et là, effectivement, j'ai pris quelques kilos parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer il y a 16 ans et j'ai pris une quinzaine ou une vingtaine de kilos après avoir arrêté de fumer. Bon, aujourd'hui, si j'avais continué à fumer, je serais mort. Aujourd'hui, les quelques kilos de plus que j'ai m'ont permis d'arrêter de fumer parce que, effectivement, je mangeais. Maintenant, j'ai stabilisé un peu mon poids qui est excessive et il faut effectivement que j'en perds. Mais d'un médecin, me faire attaquer sur un plateau télé devant des centaines de milliers de Français comme ça pour m'humilier, je trouve ça scandaleux. Ça ne m'a pas humilié, mais je trouve scandaleux que là, quand on n'a plus d'arguments sur le fond, on arrive à agir de manière minable comme José a pu l'écrire. C'est pour cette raison que c'est vrai que quand on va sur les mainstream, on peut prendre tous les coups. Bien sûr, j'en ai pris, mais j'en ai donné quelques-uns. Et aujourd'hui, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de monde qui suit les plaintes. Nous avons de plus de monde qui se bat avec nous avec Réaction 19. Nous avons atteint 52 543. Nous avons quasiment 1000 personnes qui adhèrent chaque semaine à Réaction 19. Tous aussi, les gens augmentent dans le cadre des émissions que je fais. Je fais des reportages sur Facebook. On va y revenir aussi dans le cadre de la journée de samedi parce que c'est une autre journée très importante. Eh bien, il y a énormément de monde. Là, vous êtes en direct, quasiment 2000 à suivre l'émission.
Donc, ce sont des choses importantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ma personne. Ce qui m'intéresse, c'est vous, ce sont les adhérents, c'est les gens qui suivent, les gens qui veulent savoir, qui veulent connaître, apprendre le droit, comprendre ce qui se passe et tenter de porter la parole des gens qui sont les plus faibles, parce que la puissance financière, la puissance de l'argent, la puissance du premier cercle, la puissance des Pinault, des Bernard Arnault, des Xavier Niel, financièrement parlant, on la connaît, ils détiennent tout. Ils détiennent l'argent, le capital et les médias. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez que les gens qui ont le capital, qui font élire les personnes, détiennent les médias? Eh bien, samedi, je suis descendu dans la rue, j'étais fatigué, il y a des gens de Rec 119 que je remercie beaucoup, et je remercie celles et ceux qui ont participé. Il y avait plus de monde de ces manifestations, et samedi, le premier samedi du mois de février, il y aura une manif, et j'y serai aussi parce que c'était pour la liberté d'expression. Nous avons commencé devant la maison de la radio, il n'y a pas eu de heurts, il n'y a pas eu d'intervention de la gendarmerie, il y avait des gilets jaunes, il y avait des gens qui ont été énervés aussi par le fait que on puisse pas accéder, mais j'ai défendu le fait que voilà, on a pu manifester, nous avons pu aller devant C8, CNews, on a pu aller devant TF1, devant France 2, devant quasiment toutes les grandes chaînes de télévision, Canal+ aussi, et on a pu réclamer la liberté d'expression, et on a pu le faire dans la paix, avec les valeurs, en discutant, en échangeant avec tout le monde. Et ça, c'est important, chers amis. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, et il faut descendre dans la rue, parce que, est-ce que vous êtes satisfait? Usé, abusé et satisfait, parce que j'ai l'impression que des gens écrivent beaucoup sur Facebook, qui font des posts, etc. Mais il faut aussi descendre dans la rue quand on a l'occasion de le faire. Une manifestation comme celle qui concerne la liberté d'expression, il faut avoir le courage de descendre dans la rue. Et ensuite aussi, peut-être envisager une approche qu'on pourra définir beaucoup plus politique, c'est-à-dire avec des soutiens pour aller plus loin, parce que pouvoir changer les choses, il suffit pas d'être des analystes du droit, être très très bon dans le droit, il faut aussi entamer quelque chose de politique. Et le nombre aujourd'hui... Au-delà des actions politiques et socio-médicales, il y a aussi des actions juridiques à mener. Des Français s'organisent afin de former des collectifs comme Réaction 19, représentés par Maître Brusa. Ce collectif réunit aujourd'hui plus de 40 000 adhérents et met en œuvre des actions juridiques et judiciaires comme un dépôt de plainte relative au masque déposé en novembre et un autre dépôt de plainte relative au vaccin déposé en décembre. Plus nous serons nombreux à nous associer à ces démarches et plus notre voix se fera entendre auprès des autorités judiciaires. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. On peut être un cocu clairement quand on a participé à des élections. C'est pas le bonhomme qu'on voulait. Et évidemment, on n'aura pas la politique que l'on voulait. Sauf que la majorité a gagné et qu'il faut bien laisser la personne faire son mandat. Exactement. Dès lors qu'elle ne viole pas la Constitution, qu'elle ne viole pas les lois pénales de notre pays, qu'elle ne se conduit pas en criminel. Qu'est-ce que, pour vous, quelles sont les solutions que vous prenez dans votre livre? Bon, déjà, intellectuellement, cesser de négocier le poids de nos chaînes avec des gens qui, de toute façon, sont là pour nous nuire. Donc, tant qu'on ne met pas en question... Voilà. Staline, bon, ça n'est pas une référence intellectuelle, mais j'aime bien prendre les extrêmes parce que parfois, ils permettent de complexifier une pensée plus tard. Staline, quand on lui disait il y a un problème, il disait comment il s'appelle. Bon, quand on a des problèmes politiques, au lieu de tergiverser sur les problèmes politiques en eux-mêmes, on s'intéresse aux personnes qui causent ces problèmes. Les gens, ils s'en foutent de ça. Il veut dire, qu'est-ce que va améliorer ma vie et qui va me faire le mieux respirer? Bon, alors déjà, moi, je suis pas politicien, je suis réellement un révolutionnaire, donc je ne cherche pas à convaincre des gens, puisque ça ne sert à rien. Et puis, il n'y a aucune révolution qui n'a été le fait d'un peuple tout entier. Ça a toujours été des minorités agissantes. Si on prend ne serait-ce que la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, on n'avait pas tous les Français derrière, on n'avait même pas 1% de gens qui se battaient. Donc moi je cherche plutôt à convaincre cette minorité agissante de se dire déjà quand vous bougez dans des manifs,
vérifier qui sont les organisateurs pour savoir s'ils ont une tolérance pour les casseurs, s'ils sont pas procéduriers pour éviter justement qu'il y ait des gens gazés. Enfin voilà, c'est une première chose. Et surtout aller dans des lieux de pouvoir. Là actuellement, par exemple, tous les premiers samedis du mois, nous faisons la tournée des grands médias, donc où à chaque fois nous allons devant les médias. Mais c'est pas la seule institution de pouvoir qu'il faut saisir. Il y en a beaucoup. Le Parlement, faut être devant, comme bien d'autres institutions. Donc déjà, au lieu de manifester entre République et Nation, Coluche disait si vous voulez Créteil-Soleil, c'est tous les jours qui vous le donnent. Bah oui, on n'est pas dérangeant dans certains endroits, on est beaucoup plus dérangeant dans d'autres. On peut faire des institutions parallèles. On a un autre projet là pour cette année avec les camarades du mouvement constituant populaire qui est d'organiser un référendum révocatoire de Macron dans certaines villes. Il n'y a aucune loi qui interdit aux citoyens d'organiser par eux-mêmes un référendum. Alors évidemment, on aura des barrages des préfets, etc. pour nous empêcher, mais il n'y a rien qui nous en empêche fondamentalement. Il y a tout un tas d'actions possibles. Nous souhaitions mettre en lumière, au travers les différentes actions ici démontrées, qu'il est primordial aujourd'hui de se dresser face à ce diktat sanitaire. Et peu importe quels moyens vous prendrez pour conforter vos droits de citoyen libre, du moment que vous agissez. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que beaucoup d'entre vous seront d'accord pour dire que l'avenir ne se construira pas pour notre bien sans notre participation. Macron a réussi à mobiliser contre sa dictature certains partis politiques, des scientifiques, des médecins, des juristes et des manifestants. Personnellement, la leçon que j'en tire est que tous ces combats sont utiles et complémentaires. Les oligarques n'hésitent pas à frapper sur tous les fronts à la fois. Pourquoi ne pas faire comme eux? Il faut cesser de se diviser et nous ouvrir à toutes les formes d'action. Nous nous devons de combattre, dans la mesure de nos moyens, sur tous les fronts à la fois et de rester solidaires. Par contre, nous pouvons regretter le peu de présence, pour ne pas dire l'absence des syndicats.